Bonjour et bienvenue encore une fois dans l'univers de Flammes Jumelles. Je fais une brève introduction pour les gens qui ne le savent pas encore. Actuellement, je suis en train de présenter des extraits de ma saga Flammes Jumelles sur ma chaîne YouTube. Donc, de semaine en semaine, je vous lis les différents chapitres de la saga, mais je tenais à préciser encore une fois, pour les gens qui me découvrent par hasard, que je suis auteur. J'ai écrit cette saga-là à la suite de ma propre expérience. Donc, je suis dans une relation de flammes jumelles depuis près de 14 ans maintenant. Et à un certain moment de mon parcours, j'avais un besoin viscéral de mettre sur papier ce que je vivais parce que les gens qui arpentent ce chemin, vous le savez combien c'est complexe, combien par moments c'est douloureux. Et il y a vraiment des phases précaires qu'on traverse, des phases de destruction, des phases de ténèbres. Donc, à un moment donné dans mon parcours, ça venait tellement difficile que je me suis dit, j'ai besoin de l'extérioriser, j'ai besoin également de transmettre mon expérience parce que c'est un très beau parcours quand on prend beaucoup de recul. Moi, c'est ce que je témoigne sur ma chaîne YouTube, dans mes ouvrages aussi. C'est pour ça que j'écris une saga. En fait, c'est que c'est tellement complexe comme parcours et c'est un chemin, je dirais, de l'ombre vers la lumière que je pouvais pas m'arrêter juste à un livre. Donc, la saga Flammes Jumelles comporte 4 livres pour me permettre de vraiment explorer avec le lecteur, la lectrice, les différentes étapes du parcours, ce qu'on traverse, les transformations qu'on vit intérieurement, les révélations qui affluent parfois à notre conscience. Donc, pour moi, ma saga Flammes Jumelles, c'est une épopée. Je le disais aussi la semaine dernière, j'ai fait entrer ce qu'on pourrait qualifier... On emploie souvent le terme paranormal, donc j'ai fait entrer le paranormal dans ma saga, mais pour moi c'est du domaine de la réalité. Donc la semaine dernière je disais que j'avais cette capacité de voyager dans les plans subtils, les plans invisibles, particulièrement la nuit. Donc je vois un peu ce qui se passe dans ces plans-là et pour moi ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, donc c'est ce que je vous partageais. Donc pour moi tout ce que je partage dans cette saga c'est la réalité, ça dépeint la réalité, mais je suis très consciente qu'aux yeux de certaines personnes, ça peut paraître parfois poussé par les cheveux. Donc, je voulais, avant de poursuivre là, notre aventure ensemble, vous montrer les nouvelles versions de la saga parce que j'ai enfin reçu mes livres. Donc, je vous les montre. Le premier, je vous l'avais dit, je voulais que ça soit plus doux, plus à mon image. Donc là, je suis vraiment satisfaite. C'est ce livre-là que je vais faire la lecture aujourd'hui. Je vais poursuivre avec le chapitre 5. Donc, c'est la continuité de ce que je vous ai lu la semaine passée. Pour les gens qui me découvrent par hasard, qui tombent sur cette vidéo, sachez que j'ai commencé vraiment par le prologue du premier livre et j'ai enchaîné avec les chapitres. Donc, sur ma chaîne YouTube, dans l'onglet Playlist, liste de lecture, vous pouvez trouver aisément là, tous les chapitres que j'ai lus. Donc, c'est vraiment important de commencer par le début si vous voulez bien suivre l'histoire. Maintenant, ceci étant dit, voici le 2. Donc, on a nos deux héros. On a Anna et Phoenix qui sont représentés. Ensuite, vient le 3. Je vous dis pas c'est qui parce que je conserve la surprise. Cette belle jeune femme aux yeux bleus, bleu, bleu. Donc, ça, c'est le 3. Et maintenant, le 4 que j'adore. Parce que mon héros se prénomme Phoenix, donc le Phoenix est représenté. On a ici Anna qui est un peu transformée par rapport aux deux premiers livres, qu'elle est beaucoup plus jeune, plus naïve. Là, on voit plus de force de caractère. Donc, notre héroïne va vraiment se développer au fil de la saga. Et taradam, on a Phoenix avec une forteresse sombre ici qui va être bien détaillée dans justement ce livre-là qui clôt la saga. Des grosses révélations qui tombent ici. Donc, voici les 4 ouvrages. Je suis super contente de vous les montrer. Représente vraiment bien l'essence de la saga. Donc, comme je vous ai dit, on poursuit aujourd'hui dans celui-ci. Le chapitre 5, que je vais vous faire la lecture, il est très long dans l'ouvrage. Donc, j'ai décidé de le séparer en 2 parties. Donc, je vais faire 2 vidéos avec le chapitre 5. J'ai envie de vous le lire dans son intégralité parce que je ne peux pas vraiment couper de passage et seulement vous donner l'info. C'est vraiment un chapitre qui se suit. Donc, il va y avoir 2 vidéos. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la première partie du chapitre. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous remets un peu en contexte pour que vous puissiez encore une fois bien débuter l'écoute. Donc,
Ah oui, avant toute chose, je tenais à dire aussi le pourquoi je coupe la vidéo, c'est que quand mes vidéos sont longues, là je vous donne les détails techniques, mais mon logiciel bug. Donc dans les 2 dernières vidéos que j'ai présentées de ma saga Flamme Jumelle, il y avait un décalage des fois entre le dialogue puis les photos que je vous mettais et ça m'agace profondément. Donc tout ça pour dire que je veux être sûre que le montage est bien fait. Ceci étant dit, je vous remets en contexte sur qu'est-ce qui s'est passé dans l'extrait précédent. Donc on a assisté à une scène catastrophique que nos héros, Anna et Phoenix, ont vécu au MES. Donc, je le rappelle, Phoenix est un militaire. Il avait invité Anna à cette soirée-là, qui était une soirée très importante pour lui. Et malheureusement, son passé l'a rattrapé, dans le sens qu'il y a 2 personnages qui ont émergé du passé mystérieux de Phoenix, qui sont venus au MES bousiller sa soirée avec Anna. On va comprendre plus loin dans le tome 1 vraiment leur intention précise. C'était vraiment une mise en scène, en fait, que Phoenix a vécu au MES pour le mener inévitablement à une séparation avec Anna. Donc les 2 personnages en question, Gadrel, Aluka, qui vont jouer un gros rôle aussi tout au long de l'histoire, donc c'est pour ça que je vous les rappelle, sont venus manipuler les émotions de Phoenix. Ça l'a viré au cauchemar. Donc Phoenix, il y a vraiment une énergie sombre qui ressurgit en lui. Je le rappelle, Phoenix est porteur d'une lourde dualité et c'est ce qui donne beaucoup de fil à retordre à Anna parce qu'elle ne se permet pas d'aller dans sa part d'ombre, d'aller explorer des émotions comme la colère ou la tristesse. Donc elle bloque toutes ces émotions-là et elle fait face à Phoenix qui, lui, est très à l'aise dans le fait de plonger dans sa dimension plus obscure, plus sombre. Donc ça la déstabilise grandement, Anna. Après cette scène au MES, elle était vraiment brisée de l'intérieur. Et ensuite, bon, il y a eu la scène de la rupture, très chargée émotionnellement, comme je vous avais dit. Et je le rappelle encore une fois, pour moi, ça reflète vraiment mon parcours, mon expérience. Comme je vous ai dit la semaine dernière, les contextes changent. Mais chacune des émotions que Anna a ressenties dans cet extrait-là, je les ai ressenties. Donc, je le sais à quel point c'est douloureux à vivre. Et encore une fois, dans le chapitre que je vais vous lire aujourd'hui, on va plonger encore plus loin dans la douleur. Mais tout ça pour dire que c'est dans une optique de renaissance, de résurrection, de libération. Donc, c'est pour ça que je dis la saga Flamme Jumelle, c'est une saga de l'ombre à la lumière. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que nos héros vont vivre. Donc, tout ça pour dire que dans la scène de la séparation, c'était très chargé émotionnellement et la dualité de Phoenix a encore une fois ressurgi avec une intensité assez féroce. Donc, je vous rappelle, au début, quand il va chercher Anna chez Jeanne, il est adossé à sa Jeep. Il est vraiment dans une énergie destructrice. Donc, quand Anna ouvre la porte, elle sort et elle le voit dans cet état-là. C'est épouvantable, en fait, pour Anna, ce que ça lui fait. Elle n'arrive pas du tout à gérer le fait d'être en présence de Phoenix quand il est habité par cette énergie. Donc, tout ça pour dire que dans cette scène, Phoenix, ça peut sembler très paradoxal, son comportement, parce que justement, au début de l'extrait, il est habité d'une grande colère, d'une énergie très très sombre. Et quand Anna, au final, lui dit « Écoute, c'est fini, j'y arrive plus, je souffre trop, tu m'as menti » parce qu'on découvre que Phoenix n'a pas été 100% honnête et il reste encore une fois assez énigmatique sur les raisons du pourquoi il n'a pas été honnête. Tout ce qu'il dit à Anna, c'est « Je te protège, je ne peux pas te dire la vérité parce que sinon tu vas être en danger et moi, mon rôle, c'est de te protéger. » Mais tout ça pour dire que quand Anna lui dit finalement « C'est fini, je romps, je quitte la relation », Phoenix, c'est à ce moment-là, en fait, que lui est plongé dans sa tristesse. Donc, vous allez le découvrir tout au long de l'histoire, Phoenix est beaucoup plus à l'aise avec la colère, mais c'est comme une façade pour pas aller vivre sa tristesse, se connecter à sa tristesse, parce qu'il est terrorisé par cette tristesse-là. Mais quand Anna décide de le quitter, il plonge nécessairement dans cette tristesse. Et c'est là que dans l'énergie, il change du tout au tout. Donc, il va la supplier presque à genoux de ne pas le quitter.
Il faut savoir aussi que Phénix souffre de la blessure de l'abandon. Et ça, dans les relations de flammes jumelles, c'est typique. Souvent, il y a un des partenaires qui va souffrir de la blessure du rejet. Donc, c'est moi qui la portais. Dans mon couple, Benoît, mon partenaire, portait la blessure de l'abandon. Donc, ça fait en sorte que toutes ces blessures-là ont un impact sur la dynamique du couple. Et souvent, c'est ça, c'est qu'on peut paraître paradoxal dans nos manières d'être. Donc, dans cette scène de la rupture, Phénix, son comportement est extrêmement paradoxal. Et il faut savoir qu'il ne veut pas revivre sa blessure de l'abandon. Donc, quand Anna décide de lever les pattes, lui, ça le plonge aussi, en plus de le plonger dans sa tristesse, ça le plonge dans l'abandon, chose qu'il essaye d'éviter le plus possible. Donc, tout ça pour dire que la relation de flamme jumelle, je pourrais en parler très très longtemps parce que c'est complexe comme dynamique, mais c'est pas le but. Ici, je me réserve là, plus d'espace sur d'autres vidéos, sous d'autres formats que je présente sur ma chaîne YouTube. Tout ça pour dire que je vous rappelle que Phénix, c'est ça. Il n'a pas été super honnête avec Anna et pourtant, il a toujours exigé l'honnêteté d'elle. Donc ça, c'est un autre paradoxe. Et ce qui a été vraiment à l'origine de la séparation, Anna va en reparler dans l'extrait que je vais vous lire et elle va en reparler également plus tard parce qu'il y a plusieurs raisons en fait qui l'ont amenée à quitter Phénix. Mais la raison première, c'est qu'elle a su que Phénix est Aluka, la femme qui s'est présentée aux messes, c'est l'ex de Phénix d'ailleurs, que Aluka et Phénix ont une histoire ancienne, ils ont un lien ancestral profond. Donc ça l'a vraiment heurté, bouleversé Anna parce que en fait, ce que intérieurement ça lui a fait, c'est qu'elle s'est dévalorisée, dénigrée. Anna, c'est vraiment ce mécanisme-là qui est à l'œuvre chez elle. Le fait de ne jamais se sentir à la hauteur, est toujours dans une quête de satisfaire les attentes des autres pour pas se faire rejeter au final. Je rappelle, sa blessure, c'est le rejet. Donc, tout ce qui est fait comme comportement, c'est dans une intention de pas se faire rejeter. Et elle manque cruellement de confiance en elle. Elle a pas d'estime, pas d'amour propre. Donc, le fait qu'elle apprenne que Aluka et Phénix ont un lien ancestral, ça l'a plongée dans ses propres démons intérieurs. Donc, c'est pour ça qu'elle a décidé au final de quitter Phénix. Il y a d'autres raisons parallèles, comme le fait justement que Phénix a été malhonnête. Il n'est pas encore en mesure de lui dire toute la vérité. Phénix, c'est quoi? Oui, la dualité, la fameuse dualité, la colère. Donc ça, c'est toutes des raisons aussi qui l'ont amené à fuir la relation. Mais avant toute chose, c'est cette fameuse femme, Aluka, qui va vraiment prendre beaucoup de place, comme je vous ai dit, dans la suite de la saga. Tout ça pour vous dire que elle va vivre, Anna, dans le chapitre qui va suivre, une plongée dans les ténèbres que, encore une fois, j'ai vécu, qui a été un passage extrêmement douloureux dans ma vie. Mais encore une fois, je tenais absolument à le transmettre pour aider les personnes qui cheminent dans ce parcours ou dans un parcours de conscience. Vous le savez, ces périodes de vide abyssal, de vide existentiel, de noirceur, de ténèbres, on les traverse, veut pas, ça fait partie du processus. Donc, j'essaie de le dépeindre encore une fois le plus fidèlement possible. Tout ça pour vous dire que dans l'extrait que je vais vous lire, le premier extrait du chapitre 5 qui s'appelle Chaos, ça va être très chargé, ça va être très lourd. Mais dans le deuxième passage du chapitre 5, il va déjà avoir une belle remontée de Anna. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. J'espère encore une fois que ça va vous plaire. N'hésitez pas à marquer vos commentaires. Et encore une fois, je le rappelle, ma saga est disponible sur Amazon. Moi, c'est mon gagne-pain, donc c'est pour ça que j'hésite plus maintenant à en parler. C'est vraiment comme ça que mon gagne-pain, voilà, je l'ai dit. Je me mets à radoter parce que je veux pas vous quitter. Mais il y a une belle vidéo qui vous attend. Donc, bonne écoute et encore merci pour votre présence. Ne dépend de personne dans ce monde, même ton ombre te quitte lorsque tu fais face à la noirceur. Cherry Blossom.
Perdu dans les méandres de ma détresse, je dérive dans les rues pendant des heures, mon cœur brisé et mon âme en lambeaux. Au fil de ma déambulation, je réalise soudain que cela ne fait que 8 mois que Phoenix et moi étions ensemble. Que représente ce laps de temps dans une existence? Pour moi, cela représente tout, car chaque moment passé avec lui est comme une mer d'éternité. Cependant, je suis consciente que pour les autres, ma réaction peut sembler excessive, voire irrationnelle. Peut-être même qu'on chercherait à me faire interner. Cette pensée effrayante me pousse à éviter de rentrer chez moi. Après tout, qu'y a-t-il encore pour moi là-bas? Rien. Plus rien. Il n'y a plus rien qui ne m'attend nulle part. Dans cet état d'esprit tourmenté, je me débat entre le désir ardent de comprendre le passé trouble de Phoenix et l'incapacité d'accepter ses révélations sur Aluka. Elles ont non seulement ébranlé les fondations mêmes de notre relation, mais elles ont aussi érodé ma confiance en lui et sapé mon estime personnelle. Découvrir que leur lien remonte à l'aube des temps m'a plongé dans un abîme d'insignifiance, me donnant l'impression d'être une simple figurante dans sa vie, remplaçable par une histoire ancienne et puissante. Cela a soulevé un tourbillon de questions sur la sincérité de ses sentiments à mon égard et sur ma propre valeur. Je me suis trouvée à douter de mon droit à l'amour et au respect, m'enlisant dans une confusion et un désespoir profond. Depuis que j'ai pris la décision de partir, un vide béant s'est creusé en moi, comme si une partie de mon être avait été arrachée, me privant de mon droit fondamental à l'existence. Où que je tourne mon regard, je ne vois que tristesse, désolation et obscurité. Les couleurs du monde se sont évaporées, laissant derrière elles une noirceur dépourvue de vie, où seul le chaos règne en maître. Égaré au cœur de cette tourmente émotionnelle, je m'interroge désespérément sur la signification de poursuivre mon chemin. Le vent, rugissant comme mon âme tourmentée, s'intensifie avec une férocité croissante, annonçant l'approche imminente de l'orage. Le grondement lointain du tonnerre se mêle au tumulte de mes pensées, mais je reste indifférente à ces manifestations de la nature. Rien ne peut égaler l'ouragan dévastateur qui déchire mon être tout entier. Trop épuisée pour lutter contre cette tempête intérieure, je m'abandonne à l'herbe fraîche, laissant mes paupières se fermer dans l'espoir illusoire de trouver un refuge dans l'obscurité qui m'entoure. Sous l'assaut des éléments déchaînés, des frissons agitent mon corps, chaque goutte de pluie glacée amplifiant ma sensation de froid. Mes muscles endoloris se raidissent davantage, tandis que la tension dans mon estomac se manifeste par des nausées persistantes. Les battements sourds de mon cœur résonnent dans mes tempes, synchronisés avec le grondement du tonnerre, comme une migraine lancinante qui martèle mon crâne. Malgré ces tourments physiques, je reste immobile, résignée à subir passivement le déferlement de la nature, en parfait accord avec la tempête intérieure qui me consume. Soudain, une voix m'interpelle au loin. Mon cœur bondit, espérant contre toute logique que ce soit Phoenix. J'essaie de prononcer son prénom, mais mes lèvres peinent à bouger. Trop faible pour articuler, je parviens à peine à entrebâiller les yeux. Puis, une nouvelle fois, mon nom résonne. Mais cette fois, je réalise mon erreur. Ce n'est pas Phoenix, et cette voix n'est qu'un écho dans mon esprit. Je referme alors les paupières. Dans un état d'hypothermie avancée, ma respiration devient presque imperceptible. Mon corps, délivré de toute sensation, ne me torture plus, mais la douleur de la perte de l'homme que j'ai tant aimé persiste, lancinante. Alors que je lutte dans les derniers instants de ma vie, je sens mon âme s'éloigner de ce monde, libérée de cette terre qui m'a apporté tant de peine et de tourments. Enfin, le moment tant attendu de ma délivrance est arrivé. Ma prière semble avoir été entendue, et maintenant, je suis ramenée chez moi. Emportée dans un tourbillon fulgurant, je traverse un tunnel sombre et sans fin avant d'émerger dans un lieu baigné d'une lumière éclatante. Devant moi, un chœur d'anges psalmodie mon nom. Leurs chants célestes emplissent mon être d'un amour que je n'ai connu qu'auprès de Phoenix. Leurs ailes blanches déployées, ils m'entourent et dansent autour de moi. Une sensation étrange m'envahit, comme si j'étais enfin à ma place parmi eux, comme si j'avais déjà appartenu à leur monde. Suis-je morte, murmurai-je, contemplant leur visage d'une perfection divine. Leur peau, d'une douceur veloutée et d'un teint éthéré, rappelle la délicatesse de la pêche, évoquant une pureté sans égale.
Leurs yeux, d'un bleu perçant rappelant l'éclat des saphirs, semblent avoir le pouvoir de sonder les profondeurs de l'âme humaine. Drapé de longues robes ivoires, il arbore un diadème de style elfique incrusté de gemmes étincelantes, leur conférant une noblesse et une grâce dignes de la royauté. Devant leur silence paisible, je les interroge à nouveau. « Je suis au paradis ?» demandai-je, ressentant une tranquillité enveloppante. D'un battement d'ailes, un ange aux traits féminins s'approche de moi. Ses cheveux blonds, d'une splendeur incroyable, cascadent en une chute de soie le long de son dos. « Ceci n'est pas le paradis, Anna, » répond-elle, sa voix résonnant avec majesté dans mon esprit. « Vous communiquez par télépathie » m'exclamai-je, ébahi. « Oui, il y a moins d'interférences de cette manière. »« Ah, je vois. Mais si je ne suis pas au paradis, où suis-je alors ?» Certains appellent cet endroit le tunnel, d'autres le nomment le couloir de lumière. Les souvenirs du reportage sur les expériences de mort imminente que j'avais visionné avec mon père me reviennent en mémoire. Les personnes interviewées, au moment de leur décès, avaient décrit une vision d'un tunnel où des entités spirituelles les accueillaient et les enveloppaient de lumière. « Alors je suis morte ?» demandai-je à nouveau. « Pas tout à fait » réplique l'ange en pointant son doigt vers le bas. J'aperçois alors mon corps étendu sur l'herbe mouillée par la pluie torrentielle. 2 ambulanciers s'activent autour de moi, effectuant les manœuvres de réanimation. Un masque à oxygène recouvre mon visage, tandis que 2 plaques de métal reposent sur ma poitrine. L'ambulancier le plus âgé presse sur le bouton du défibrillateur. Un courant électrique violent parcourt mon corps, soulevant ma poitrine. Pourtant, je ne ressens aucune douleur. Malgré l'orage qui rugit, une foule de curieux s'est agglutinée autour de moi. Parmi eux, un seul visage m'est familier. Jeanne se tient à ma droite, l'expression dévastée. « Nom de Dieu, Anna, tu ne vas pas nous quitter maintenant » murmure-t-elle, sa voix empreinte d'angoisse. Pendant ce temps, une seconde décharge électrique m'est administrée. Toujours aucune douleur. Tout ce que je ressens, c'est cette merveilleuse sensation de flottement et de calme infini. « Allez, mademoiselle, un peu de courage » s'exclame l'ambulancier alors qu'il m'administre les électrochocs. Mais pourquoi reviendrai-je? Je m'interroge silencieusement. Il n'y a rien qui m'attend sur cette terre. Au même moment, la voix de l'ange résonne à nouveau dans ma tête. « Anna, tu as une décision à prendre. » Soudain, mon esprit s'illumine comme par enchantement. Chacune de mes pensées semble s'emboîter harmonieusement pour former un tableau d'une prodigieuse clarté. Le film de ma vie se déroule devant mes yeux et je parviens à saisir chaque détail. Les couleurs vives, les sons mélodieux, les odeurs enivrantes, les émotions intenses. Étrangement, rien n'est douloureux, même les moments les plus éprouvants que j'ai affrontés. Je les observe avec un certain détachement, à travers le prisme de ma conscience nouvellement éveillée. Les premiers souvenirs gravés dans les méandres de ma mémoire refont surface. Je revis ma naissance, ressentant l'émerveillement de ma mère lorsqu'elle m'a pris contre son sein pour la première fois. Le contact chaleureux et réconfortant de notre peau contre peau. Puis d'autres moments jaillissent. Le Noël où j'ai reçu mon premier violoncelle, mon spectacle de danse à l'école maternelle, la cérémonie de ma remise de diplôme et la fierté qui brillait dans les yeux de mon père alors que je montais sur scène pour le recevoir. Je revis aussi les après-midi passés à explorer les bois avec mon chien, les soirées magiques sous le ciel étoilé avec mes amis et les voyages qui m'ont ouvert l'esprit et élargi mes horizons. Alors que je réalise que l'amour a été le fil conducteur de ma vie, je le vois. Son regard à la fois profond et envoûtant, sa voix chaude et rassurante, sa démarche gracieuse et assurée, semblant tracer le chemin de notre destinée commune. Les souvenirs affluent sans relâche. Le premier effleurement de sa main sur ma joue, le doux contact de ses lèvres contre les miennes, le moment où il m'a dévoilé la profondeur de ses sentiments, faisant vibrer mon âme. C'était là, pour la première fois, que je me suis vraiment sentie chez moi. Je revis également les petites attentions quotidiennes qui ont renforcé notre lien, les câlins réconfortants, les mots tendres échangés, les surprises préparées avec amour et les moments de complicité lors de nos escapades. Les projets d'avenir que nous avons imaginés, les rêves que nous avons partagés et les instants où nous nous sommes encouragés mutuellement à poursuivre nos aspirations les plus profondes. Je me tourne alors vers l'ange, exprimant avec une détermination sans faille.
Malgré les défis qui m'attendent, je choisis de retourner. Il y a tant d'amour à vivre sur cette terre. Ainsi soit-il, si tel est ton désir. Un tourbillon de lumière m'enveloppe alors. À l'aube de quitter ce lieu paradisiaque, une panique soudaine m'envahit. Attendez, aurais-je l'occasion de vous revoir un jour? Anna, nous sommes toujours présents à tes côtés. Oui, mais vous savez, sur Terre, nous en sommes malheureusement rarement conscients. Demande et tu recevras. Sur ces mots, je suis brusquement expulsée de cet endroit et je plonge dans un noir absolu, une chute qui semble durer une éternité. Puis, je sens mon âme réintégrer violemment mon corps, qui me fait atrocement souffrir. Une troisième décharge me frappe et une sensation de feu embrase ma cage thoracique. « Mademoiselle, n'abandonnez pas le combat » crie l'ambulancier, son visage à quelques centimètres du mien. J'entends alors la voix de Jeanne, lointaine, comme un doux murmure s'éloignant peu à peu. « Ma chérie, allez, un dernier effort. » Finalement, j'ouvre les paupières, croisant son regard qui implore de ne pas abandonner. « Jeanne, vous êtes là » balbutiai-je, ma voix brisée par la douleur. « Oui, je suis là. » Elle s'accroupit à mes côtés, prenant ma main dans la sienne. Cette petite est complètement gelée. Apportez-lui une couverture. Quelques instants plus tard, je me retrouve allongée sur une civière à l'intérieur de l'ambulance, sous la surveillance attentive des secouristes et reliée à un moniteur cardiaque. Alors que la chaleur commence à se diffuser dans mon corps, des picotements douloureux dans mes bras et mes jambes me font grimacer. « Nous devons l'amener à l'hôpital », déclare l'un des ambulanciers à Jeanne. « Elle doit être surveillée de près pendant quelques jours. » « Puis-je l'accompagner » demande-t-elle, l'expression empreinte d'inquiétude. « Bien sûr. » « Papa ?» « Anna » s'exclame-t-il en se levant précipitamment de sa chaise. « Tu es enfin réveillée. » Les yeux à demi ouverts, je parcours du regard la chambre d'hôpital qui m'entoure. Des murs vert pâle défraîchis par le temps, une petite fenêtre laissant filtrer la douce lumière du soleil, un fauteuil fatigué dans le coin de la pièce et un bureau orné d'un bouquet de roses parfumées. À gauche de mon lit, un imposant appareil médical projette sur un écran fluorescent le rythme régulier de mes battements cardiaques, ponctuant l'atmosphère silencieuse de la chambre. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je en désignant le tube inséré dans le creux de mon bras. « Un cathéter, c'est pour t'administrer ton soluté » m'explique-t-il. Confuse, j'essaie de rassembler les souvenirs des derniers événements, mais mon esprit est un blanc total. « Depuis combien de temps suis-je ici » l'interrogeai-je, cherchant désespérément des repères temporels. « Tu es arrivé hier soir en ambulance. Madame Saint-Ange m'a contacté dès qu'elle a su dans quelle chambre les infirmiers t'instaleraient et j'ai pris le premier avion avec ta mère pour te rejoindre. » Les bips de l'électrocardiogramme s'intensifient, trahissant mon agitation croissante. « Maman est ici. » « Bien sûr qu'elle est là. Anna, tu nous as tellement inquiétés, murmure-t-il, la gorge serrée. Quand nous avons appris que tu avais été amenée à l'hôpital en ambulance, ta mère et moi avons redouté le pire. Et puis, Madame Saint-Ange nous a décrit dans quel état elle t'avait retrouvée. » Soudain, ma mère fait irruption dans la chambre et me dépose un baiser sur le front, un geste d'affection inhabituel. « Anna, ne me refais jamais une telle frayeur, » s'exclame-t-elle d'un ton empreint d'inquiétude. « Et maintenant, raconte-nous ce qui s'est passé. Madame Saint-Ange t'a retrouvée dans un parc en périphérie de la ville. Pourquoi étais-tu là, allongée dans l'herbe sous l'orage? Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Tu semblais préoccupée avant cet incident. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais nous partager? » Je soupire, submergée par cette avalanche de questions et confrontée à un vide total concernant les événements qui m'ont conduite ici, comme si mon subconscient avait délibérément verrouillé l'accès à mes souvenirs. « Catherine, intervient mon père d'un ton ferme, ne la bousculons pas. Anna a besoin de repos et de calme. » En effet, je me sens épuisée, j'avoue, bien que ce soit plutôt la solitude que je recherche. J'éprouve un besoin pressant de retrouver la mémoire, les dernières 48 heures étant enveloppées de mystère pour moi. « Nous allons descendre manger un morceau à la cafétéria » m'informe mon père. « Allez, viens Catherine, laissons-la dormir un peu. » J'attends qu'il quitte la chambre avant de plonger dans mes pensées. Sans grande surprise, Phénix envahit aussitôt mon esprit, tel un tourbillon de souvenirs envoûtants. Son regard, aussi profond que l'océan, le parfum sucré de sa peau, sa chaleur réconfortante qui réchauffe mon cœur. Ces souvenirs brillent d'une clarté cristalline.
Je ressens encore la caresse de ses doigts, glissant avec tendresse le long de mon dos. Son énergie vibrant en harmonie avec la mienne, créant une fusion magnétique, nous liant au-delà des mots, au-delà du temps. Soudain, un frisson d'horreur me traverse. La mémoire de ce qui s'est produit aux messes et le matin suivant remonte brutalement à la surface. Le regard malveillant de Gadrel, tel un fauve prêt à fondre sur sa proie, la présence intimidante d'Aluka et sa beauté ensorceleuse, la colère brûlante dans les yeux de Phénix, l'altercation silencieuse entre eux et notre conversation dans le parc où j'ai réalisé qu'il m'avait menti. Pourtant, il m'avait promis une honnêteté absolue, exigeant la même transparence de ma part. Frénétiquement dans ma poitrine et ma respiration devient saccadée. Je jette un coup d'œil au moniteur. Mon pouls dépasse les 180 pulsations par minute. Aussitôt, une infirmière entre précipitamment dans la chambre, alertée par les alarmes sonores. « Mademoiselle, calmez-vous » dit-elle d'une voix apaisante tout en préparant une injection de morphine. Je l'ai quitté, sanglotai-je, comprenant pourquoi mon subconscient a tenté de bloquer mes souvenirs. C'était pour me protéger. Ce moment où j'ai tourné le dos à l'amour est une blessure insoutenable. Je suis rongée par les remords, écrasée sous le poids de la honte, dévorée jusqu'à l'os par le chagrin, annihilée par le dégoût que j'éprouve envers moi-même. J'ai abandonné cet homme qui m'a offert l'univers entier. Je me suis enfuie, lâche, plutôt que d'affronter la situation et de lui révéler la vérité. Mais il est vrai qu'il m'a profondément blessée. Il m'a gardé tant de secrets sur son passé, esquivant mes questions chaque fois que je les posais. Il m'a avoué qu'Aluka avait déjà eu une grande importance dans sa vie. Mais plus que tout, j'ai perdu confiance en lui et les menaces d'Aluka m'ont profondément inquiétée. Cependant, une vérité plus sombre encore réside en moi. J'ai été consumée par la peur, cette peur lancinante de ne pas être à la hauteur de son amour, de ne pas mériter cette affection incommensurable qu'il me témoignait. Depuis notre première rencontre, j'ai été hantée par le doute, rongée par l'angoisse de ne pas être assez bien pour lui, de ne pas être celle qu'il attendait. Confrontée à cette anxiété qui étreignait mon cœur, j'ai préféré fuir plutôt que de faire face à cette vérité dérangeante. J'ai choisi l'illusion du contrôle, même si cela signifiait renoncer à l'amour le plus pur et le plus sincère que j'ai jamais connu. À présent, je récolte ce que j'ai semé. Je me retrouve seule, abandonnée à ma peine, submergée par la souffrance qui me dévore, condamnée à porter le fardeau écrasant de la culpabilité pour l'éternité. Mes paupières s'alourdissent sous le poids des larmes refoulées. Un maelstrom de détresse m'engloutit. Mes tentatives pour appeler à l'aide restent vaines. Aucun son ne franchissant mes lèvres. La morphine ne peut nous plonger dans un sommeil éternel. Inévitablement, un jour ou l'autre, nous devons affronter la réalité. Malheureusement, certains réveils se révèlent être de véritables cauchemars. Le lendemain, lorsque mes yeux s'ouvrent, je préférerais être morte. Et le jour suivant également. Et le jour d'après. Vide. Je suis vide, tel un abîme béant. Ma rupture avec Phénix m'a laissé une plaie béante en plein cœur, une blessure impossible à refermer. Je suis vivante, mais seuls mes battements cardiaques en témoignent. Pendant mon séjour à l'hôpital, mes parents ont été constamment présents à mes côtés, prenant soin de moi avec une attention infinie. Malgré ses efforts pour rester calme, ma mère a laissé éclater son exubérance et ma chambre ressemble désormais à une véritable oasis florale. Des bouquets de toutes les couleurs parsèment chaque coin de la pièce, tentant d'égayer l'atmosphère lugubre qui s'est installée. Cependant, même des fleurs cueillies dans le jardin d'Éden ne peuvent apaiser mes souffrances, aussi profondes que l'océan. À quoi bon persévérer? Et à quoi bon espérer? Je dévie en sachant qu'il n'y a aucun but à atteindre. C'est terrifiant de continuer à avancer en ayant conscience qu'il n'y a aucune destination à la fin du chemin. C'est encore plus douloureux de devoir prétendre que tout ira mieux, alors que l'amertume s'est déjà enracinée si profondément en moi qu'il ne me reste plus qu'à attendre l'heure où le glas sonnera. J'ai fait le choix de revenir. Mais pour quelle raison exactement? Et pour qui? Il est aisé de prendre une décision lorsqu'on est là-haut,
enveloppée d'un amour insondable. Mais le véritable défi se trouve ici, sur cette terre tumultueuse qui nous confronte à une dualité infernale et nous plonge dans l'oubli. L'oubli de l'amour, l'oubli de la vérité, l'oubli que notre âme a volontairement choisi de s'aventurer dans ce monde. À présent, nous nous sentons pris au piège de notre destin, de notre ignorance, de notre enveloppe charnelle. Esclaves de nos pensées, de nos chimères et des démons qui nous tourmentent. Anna, ferme les yeux, me dis-je en me laissant glisser dans le sommeil. Ici ne règnent que les ténèbres et la désolation. Phénix, où te caches-tu donc? Sans toi, le froid me transperce, me glaçant jusqu'à la moelle. Auras-tu un jour la force de me pardonner? Et si ce jour vient, aurai-je moi-même la force de me pardonner? De me pardonner d'avoir cédé à la peur, d'avoir douté de la sincérité de ton amour jusqu'à en être paralysé. Les ténèbres ne sont pas seulement effrayantes, elles sont également insidieuses. Leur stratégie la plus redoutable, nous laisser en vie. Si elles nous tuaient, tout serait bien trop simple. Non, elles préfèrent nous maintenir en vie afin de continuer à nous manipuler, à nous contrôler à leur guise. Pourtant, ce que beaucoup ignorent à propos de cette zone ombragée qui réside en chacun de nous, c'est qu'un trésor sommeille en son sein. Certains le découvrent par hasard, lors de leur première chute dans l'obscurité. D'autres doivent se heurter aux rochers à maintes reprises avant d'en saisir l'existence. Pour ma part, il m'a fallu un nombre incalculable de descentes aux enfers avant d'en prendre conscience. Pour la première fois de ma vie, je trouve en moi le courage d'admettre que je ne peux pas traverser cette épreuve seule, alors je lance un appel silencieux au ciel pour qu'il m'apporte son aide. Cela fait déjà quelques jours que je suis retournée chez Jeanne. Mon père a insisté pour que je rentre à la maison, mais c'est inenvisageable. La seule pensée qui me permet de tenir bon, c'est de savoir que Phénix n'est qu'à quelques kilomètres de moi. Cette idée me donne la force de continuer à respirer, même si elle ne change rien à la situation. Alors que je suis agenouillée au pied de mon lit, les paroles de l'ange résonnent dans ma tête. Demande et tu recevras. Serait-ce aussi simple? Il y a quelques semaines à peine, j'aurais rejeté cette idée, mais mon voyage dans l'au-delà a éveillé en moi quelque chose d'indéfinissable. Serait-ce la foi? Bonjour là-haut, je bafouille, cherchant mes mots avec hésitation. Pardonnez ma maladresse, c'est la première fois que je tente cette expérience. Je ne suis pas certaine de la façon dont je dois m'adresser à vous. Les mots sont secondaires, j'entends dans mon esprit. Ce qui importe, c'est que ta requête émane de ton cœur. Je sursaute, surprise par la rapidité de cette réponse. C'est comme un baume sur ma blessure ouverte, m'encourageant à me confier. Je me suis embourbée dans un marécage de désespoir et je n'arrive pas à m'en libérer. C'est affreux. Et le pire, c'est que je suis la seule responsable. C'est moi qui me suis mise dans cette situation. Je vous en prie, dites-moi ce que je dois faire pour m'en sortir. J'en ai assez de souffrir, murmurai-je, la voix brisée par les sanglots. J'en ai assez de cette vie qui semble dénuée de tout sens. S'il vous plaît, aidez-moi. Un silence enveloppe la pièce. Êtes-vous toujours là? Demandai-je, levant les yeux au plafond avec une pointe de naïveté. Anna, tu dois apprendre la patience, répond la voix intérieure. Tu as tendance à vouloir précipiter les choses, mais il est crucial de laisser le temps au temps. Laisser le temps au temps, répétai-je, méditant sur ces paroles. Oui, les choses arrivent en leur temps. Alors cela signifie que le moment n'est pas encore venu pour moi, dis-je, le cœur lourd de déception. Pourtant, j'ai le sentiment d'avoir traversé tous les déserts du monde, toutes les tempêtes et les orages. Que me faudra-t-il traverser de plus? Les méandres de ton âme blessée, ce n'est qu'ainsi que tu pourras remonter à la source. Ces paroles résonnent en moi comme une étrange réminiscence. Phénix me les a déjà prononcées. Remonter à la source. Mais qu'est-ce que cela signifie au juste? Tu le découvriras bientôt. N'oublie pas, sois patiente, et sache que nous sommes toujours à tes côtés, même lorsque l'obscurité t'encercle. La voix de l'ange devient à peine perceptible. Je sens qu'il s'apprête à me quitter. Attendez, quel est votre nom? Demandai-je. Je suis Képha, répond-elle avec majesté. C'est vous qui m'avez parlé là-haut, la belle femme blonde? Oui.
Sur ces mots, la voix s'éteint, laissant place au silence, seulement interrompu par le souffle haletant qui échappe à mes lèvres. Je scrute la pièce, espérant apercevoir une plume blanche qui confirmerait la réalité de cette expérience mystérieuse. Mais rien. Pourtant, je décide de suivre les conseils de Kefa. Cela semble plus sage que toutes les solutions que j'ai envisagées depuis mon séjour à l'hôpital. À plusieurs reprises, j'ai eu envie d'appeler Phoenix, mais qu'aurais-je pu lui dire? Que je suis une idiote qui a désespérément besoin de lui? Cette idée ne fait que me replonger dans le rôle de la victime, une posture que j'ai toujours subie. Cette prise de conscience m'a frappée aux soins intensifs, alors que mon esprit revisitait certaines scènes de mon passé. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai endossé ce rôle, croyant être insignifiante. J'ai abandonné mon pouvoir personnel et l'ai remis entre les mains des autres, leur permettant ainsi de me manipuler à leur guise. Cependant, je suis résolue à mettre fin à cette situation et à retrouver mon autonomie. Je sais que ce travail intérieur ne se fera pas du jour au lendemain, mais je suis prête à investir le temps nécessaire pour y parvenir. Pendant cette période de transition, je m'engage à ne pas contacter Phoenix. D'ailleurs, une part de moi redoute qu'il soit retourné auprès d'Aluka. Après tout, il m'a confié avoir enchaîné les relations amoureuses, donc il est tout à fait plausible qu'il la revoie. Ces deux-là semblent si bien assortis. Les yeux grenats d'Aluka révèlent la même lueur profonde que celle qui brille au fond des prunelles de Phoenix, suggérant une origine commune. Il est indéniable. Ils proviennent du même monde, celui que Phoenix a décrit comme les flammes de l'enfer. Cependant, je soupçonne que cette expression soit une métaphore pour décrire les tourments intérieurs de son âme, provenant d'un lieu sombre et ténébreux, à l'opposé de celui dont je suis issue. Je secoue vivement la tête pour chasser ces pensées obsédantes. Pour le moment, je dois me concentrer sur ma propre guérison. Je décide donc de chercher le calepin dans lequel j'ai consigné quelques mots concernant Phoenix. À l'époque, je tentais de percer le mystère qui nous entoure. Alors que je parcours la liste de ces traits de personnalité, j'ai l'impression qu'une éternité s'est écoulée depuis. En réalité, seulement quelques mois se sont écoulés. Cela me fait réfléchir sur la relativité du temps, tandis que je tourne la page et note « Message de l'ange ». 1. Laisser le temps au temps. 2. Remonter à la source. Pendant un long moment, je reste là à contempler ces deux lignes, me demandant où elles me mèneront. Une chose est sûre. Les vagues d'obscurité qui déferlent sur moi depuis ma rupture menacent de m'engloutir. Si je me laisse constamment submerger par mes souvenirs, je finirai noyée au fond de l'océan de ma douleur. C'est pourquoi je conclus un pacte avec moi-même, implorant la coopération de ma psyché. Je lui demande de verrouiller la porte donnant accès à tout souvenir lié à lui. En retour, je m'engage à me distraire et à détourner mes pensées vers d'autres horizons. Je suis consciente, au plus profond de moi, que je me mens, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour continuer à avancer. Ce soir-là, je retrouve Jeanne et Ellie autour du dîner pour la première fois depuis mon retour. Ces derniers jours, je me suis contentée du strict minimum pour survivre et mon poids a chuté en dessous des 45 kilos. Mon père m'a sérieusement mis en garde. Si je persiste à me sous-alimenter, il me forcera à retourner vivre à Port-Cartier. Je prends donc la résolution de faire des efforts. Lorsque j'entre dans la cuisine, Jeanne exprime immédiatement sa joie de me revoir parmi elles. Depuis l'incident où elle m'a retrouvée entre la vie et la mort, nous nous sommes croisés quelques fois dans sa demeure, mais toujours dans un silence poli, sans échange. Je ne peux pas lui en vouloir. Qui aurait envie de converser avec une morte vivante? Ellie, de son côté, semble avoir adopté la même attitude. Je suppose qu'elle pressent que je ne souhaite pas aborder le sujet de ma rupture. Cependant, elle me surprend en exprimant à quel point je lui ai manqué. Cela me fait prendre conscience de ma chance. Malgré mon comportement qui aurait pu les refroidir, elles m'accueillent toutes les deux à bras ouverts. « Vous n'êtes pas en colère ?» soufflai-je, incrédule. « Bien sûr que non », rétorque Jeanne en déposant un plat de bœuf bourguignon au centre de la table. « Pourquoi le serions-nous ?»« Eh bien, j'ai été plutôt absente ces derniers temps. » En réalité, léthargique décrit mieux ma situation, et contrairement à mes habitudes, je n'ai pas cherché à masquer mon mal-être. Je l'ai laissé transparaître, sans artifice ni faux semblant. « Tout le monde traverse de mauvaises passes, Anna, » réplique Ellie, la voix empreinte de compassion. « Je suis simplement heureuse que tu sois de retour parmi nous. » Une mauvaise passe. Cela montre qu'elle n'a aucune idée de l'ampleur de ma détresse et de ma peine.
Si elle pouvait ressentir ne serait-ce qu'un fragment de la douleur qui me consume, elle serait stupéfaite par la véritable intensité de ma souffrance. C'est précisément pour cette raison que je garde le silence sur ma rupture. Je sais que mes proches ne peuvent même pas imaginer ce que je traverse. Bien sûr, ils ont tous eu leur lot de chagrin d'amour, mais j'ai réalisé récemment que ma relation avec Phoenix n'était en rien une histoire d'amour ordinaire. Je suis également heureuse de vous revoir, je souffle. En réalité, la joie n'est pas du tout au rendez-vous, mais les deux personnes présentes dans la pièce me sont chères et j'ai déjà causé assez d'inquiétude. Alors que je me sers une généreuse portion de ragoût, Ellie se lance dans le récit des derniers potins. Cependant, Jeanne finit par l'interrompre, sa bonne humeur initiale s'assombrissant légèrement. Maintenant que tu vas un peu mieux, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé ce jour-là, Anna. J'ai ratissé la ville pendant des heures avant de te trouver. Honteuse, je baisse la tête. Comment avez-vous su que ça n'allait pas? Je demande, la voix empreinte de surprise. Phoenix m'a prévenu, répond-elle d'un ton grave. Un frisson me parcourt à l'évocation de son nom. Phoenix? Oui, après ton départ, il est venu me voir. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Peu importe. Cependant, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé entre vous pour que tu décides de le quitter. Malgré ma résolution de garder le silence sur lui, je choisis de faire une exception. Après tout, cette dame m'a sauvé la vie. On a eu une terrible dispute, avouai-je. Tous les couples se disputent, Anna. Ce n'est pas une raison pour mettre un terme aussi catégorique à la relation. Je sais, mais je souffrais trop, murmurai-je, fixant mon assiette. Tourmentée par le sentiment amer de ne pas avoir été assez forte pour supporter la douleur, mes yeux se remplissent de larmes. Le pire, c'est que je souffre encore plus maintenant, articulai-je d'une voix tremblante. Ces derniers temps, je réalise que je peux continuer ma vie sans Phoenix. Cependant, chaque journée devient terne sans lui dans mon cœur, et je me sens dépourvue de raison d'exister. Depuis que j'ai pris la décision de l'abandonner, chaque instant semble dénué de sens. J'ai l'impression d'avoir manqué à ma mission sur Terre, laissant mon âme brisée derrière moi. Assise dans le silence oppressant de ma chambre d'hôpital, j'ai beaucoup réfléchi à la question « Pourquoi suis-je ici ?» Depuis l'arrivée de Phoenix dans ma vie, cette interrogation me hante, devenant de plus en plus pressante à mesure que je me débats avec notre rupture. Je me demande si tout ce qui s'est passé entre nous n'était pas simplement une série d'événements aléatoires, mais plutôt une partie d'un plan plus vaste, une destinée préécrite depuis longtemps. Peut-être que ma rencontre avec Phoenix était bien plus que le fruit du hasard. Peut-être était-ce un rendez-vous divin, une rencontre prédestinée pour une raison plus grande que je ne peux même pas commencer à comprendre. Je repense au moment partagé avec lui, à la profondeur de notre connexion, à la manière dont nos vies semblent s'entrelacer d'une façon presque magique. Et même si notre relation a pris fin de manière douloureuse, je ne peux m'empêcher de me demander s'il y avait une signification plus profonde derrière tout cela. Peut-être suis-je ici sur Terre pour lui. Peut-être est-il la pièce manquante de mon puzzle, la personne à laquelle j'étais destinée. Peut-être est-il la raison de mon existence, la solution à toutes mes interrogations. Bien que cette idée m'emplisse à la fois de peur et d'espoir, je ressens une étrange sensation de paix, comme si j'avais enfin trouvé une réponse à une question qui a tourmenté mon esprit pendant si longtemps. Peut-être que tout cela a du sens après tout, et que je suis exactement là où je suis censée être. Jeanne m'interrompt dans mes pensées avec douceur. « Ma chérie, laisse le temps au temps. » Je tressaille. « Qu'avez-vous dit? » « J'ai dit que tu dois laisser le temps au temps. » Ébranlée, je lui confie que j'ai prié plus tôt dans la journée et que l'ange m'a donné le même conseil. « Je le sais, » annonce-t-elle. Son expression énigmatique rappelle celle de Phoenix par moments. Mais comment pouvez-vous savoir cela? Je le sais, c'est tout. Je soupire. Je suppose que je ne recevrai pas plus d'explications de votre part. Ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Tu dois d'abord remonter à la source. Mes yeux s'ouvrent grands. Il est évident que Jeanne est au courant de ma conversation avec Kefa. Quelques jours plus tard, dans un songe envoûtant, Phoenix apparaît à mes côtés. Son regard protecteur me pénètre, son énergie ardente m'enveloppe. Un doux sentiment de sécurité m'envahit alors que je sais qu'il veille sur moi, fidèle à sa promesse. Un sourire radieux illumine mon visage tandis que je m'approche vers lui.
Sa main glisse délicatement sur ma joue, caresse ma nuque, puis descend le long de mon dos. Mon corps frissonne de joie, transporté vers un paradis retrouvé après une éternité d'absence. Soudain, il s'éloigne cruellement de moi, chaque pas semblant déchirer mon être tout entier. Phénix ne part pas, m'échappe un cri, étouffé par la panique qui m'envahit. Son regard hésitant me transperce alors que sa voix, comme un écho lugubre, résonne dans mon esprit. « Anna, je ne peux pas te protéger. » Sa voix se brise, tandis que je sens mon cœur se serrer, mes mains trembler. « De moi, souffle-t-il enfin. »« Qu'est-ce que cela signifie? Je ne peux pas le laisser partir, pas maintenant. » « Phénix, je ne comprends pas. Je t'en supplie, reste avec moi. » Les larmes dévalent sur mes joues, creusant des sillons de désespoir. « Anna, je ne suis pas bon pour toi. »« Ne dis pas ça, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Je t'en prie, tu dois me croire. » Mais son regard est empreint d'une douleur insondable et je sens que c'est une lutte qu'il ne peut pas remporter. « Anna, je suis damnée. »« C'est impossible, ton âme est pure. »« Non, mon amour, elle est souillée. Ma présence te nuira, je le sais. » Je le supplie du regard, priant pour un miracle, mais ses paroles sont comme un poignard dans mon cœur déjà brisé. « Phénix, il n'y a aucune faute qui soit impardonnable. Peu importe ce que tu as fait par le passé, je sais qui tu es. Tu es un homme bon. Je ne serais pas amoureuse de toi si ce n'était pas le cas. » Son regard trahit une douleur encore plus profonde et je sens mon cœur se serrer davantage. « Anna, tu es amoureuse de l'homme que tu as connu au parc du Mont-Royal. Mais ça, ce n'est qu'une partie du casse-tête infernal que je suis. » Je lutte contre la panique qui menace de m'engloutir alors que je réalise l'étendue de ces tourments. « Non, Phénix, je t'aime dans ton entièreté. » « Si c'est le cas, pourquoi m'as-tu quitté? » Les larmes coulent en flots continus sur mes joues. Je suis dévorée par la honte et la culpabilité. Un poids insupportable qui s'ajoute à la douleur déjà écrasante qui m'étreint. J'étais encerclée par l'obscurité. Phénix, n'est pas toi que je fuyais, mais la souffrance. Peu importe maintenant. Les choses devaient se dérouler ainsi. Tôt ou tard, tu aurais découvert la véritable nature de mon être. Son ton est teinté d'une résignation déchirante et je sens mon propre espoir se dissiper dans l'air chargé de tristesse qui nous enveloppe. Arrête, Phénix, tu te tortures pour rien. Non, Anna, c'est la vérité. Regarde-moi tel que je suis. Une vision me saisit brusquement et un cri de terreur m'échappe. Phénix se tient à la droite de cet ignoble monstre, celui-là même qui hante mes cauchemars les plus sombres. Apollyon, articulai-je dans un murmure. Dans le regard de Phénix, je distingue la tempête de son propre chagrin, un océan tumultueux de remords et de désespoir. Je perçois son cœur saigner sous le poids de ses démons, son âme torturée par les tourments du passé. En cet instant de vérité brutale, nous sommes tous deux naufragés, perdus dans les abysses sombres de notre obscurité intérieure. Pourtant, malgré la noirceur qui nous entoure, je peux encore sentir la lueur fragile de l'espoir brûler faiblement en moi. Peut-être qu'au sein de ces ténèbres, nous pourrions puiser la force de nous relever, de guérir nos cœurs meurtris et d'atteindre la paix tant recherchée. Peut-être que, même au milieu de la tempête, nous découvrirons un refuge, un endroit où nos âmes pourront enfin trouver la rédemption. Je me réveille alors en sursaut, mon corps tremblant de fièvre et mon cœur battant la chamade. Une urgence impérieuse s'empare de moi. Il est temps d'en finir avec cette histoire, me dis-je. Personne ne viendra à mon secours, alors je dois trouver les réponses par moi-même. Heureusement, Ellie est partie passer le week-end chez ses parents dans les cantons de l'Est. Je suis seule dans la chambre. J'ouvre mon ordinateur portable et entame une recherche sur Apollyon. Mon doigt hésite un instant avant de cliquer sur le premier lien qui s'affiche à l'écran. Un frisson glacial parcourt mon échine tandis que je découvre que le nom Apollyon signifie « le destructeur », utilisé pour désigner l'ange exterminateur de l'abîme dans l'Apocalypse de Saint Jean. Ces révélations font naître une inquiétude grandissante en moi, mais je m'efforce de reléguer mes émotions à l'arrière-plan, résolu à percer le mystère qui entoure Phénix. Alors que je poursuis mes recherches, je tombe sur 2 extraits de l'Apocalypse de Saint Jean. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. À leur tête, comme roi, elles ont l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon.
Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 autres malheurs après cela. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. À droite de la page, une illustration macabre dépeint Apollyon. Ses ailes déployées semblent absorber la lumière, projetant une ombre sinistre sur toute la scène. Il brandit une flèche affûtée et menaçante, prête à être décochée vers un pauvre pèlerin sans défense. Il dégage une énergie ténébreuse, son visage tordu par un sourire sadique, révélant une cruauté démoniaque, fixant sa proie avec une soif malveillante de destruction qui glace le sang. Ce regard, je l'ai déjà vu à de nombreuses reprises dans mes cauchemars. Prise d'une panique incontrôlable, je claque mon portable et m'enfouis sous les couvertures, me recroquevillant comme un enfant effrayé. Mes connaissances en religion se résument aux maigres cours de catéchisme que j'ai suivis à l'école. À 10 ans, je pensais que les histoires d'anges, de démons, de ciel et de purgatoire n'étaient que des inventions humaines. D'ailleurs, si Dieu, tel que le décrit la religion catholique, n'est que pur amour, pourquoi l'enfer existe-t-il? Mais désormais, tout a changé. Ce qui était autrefois considéré comme de la fiction s'est transformé en une vérité immuable depuis que mon âme a quitté mon corps pour rejoindre la lumière. Aux frontières de la mort, une autre réalité s'est dévoilée à moi, si vaste, si magnifique, que je ne peux plus revenir en arrière pour me raccrocher à mes anciennes croyances. Ma vision de la vie s'est enrichie. Dorénavant, je sais que la mort n'est qu'un passage et qu'un jour, je rejoindrai les êtres de lumière qui m'ont accueilli là-haut. En revanche, j'ai du mal à concevoir l'existence d'une force obscure, d'une puissance destructrice qui sévit sur Terre. Cette possibilité à laquelle je suis confrontée pourrait-elle être la vérité? Je n'aurai le cœur net qu'en partageant ces pensées avec Jeanne. Je griffonne rapidement les 2 extraits de l'Apocalypse sur un bout de papier et me dirige vers le salon, où elle joue Arrival of the Birds, une pièce du film La théorie de l'univers. La coïncidence me fait esquisser un sourire, bien que je sois profondément ébranlée. J'ai découvert quelque chose, du moins je pense, partageai-je. Cette nuit, Phoenix est apparu dans mes rêves pour me faire une confession. Il m'a dit qu'il n'était pas digne de moi, puis il m'a montré une image horrible où il se tenait à la droite d'Apollyon. Alors ce matin, j'ai entrepris quelques recherches. Elle quitte son piano pour s'asseoir à mes côtés sur le canapé. « Et qu'as-tu découvert ?» me demande-t-elle avec son regard énigmatique que je commence à bien connaître. Quelque chose de déroutant en vérité. Cela me semble tellement absurde. Un ange destructeur. C'est plutôt difficile à concevoir. Ma chérie, ce qui semble absurde peut souvent être bien plus proche de la vérité que ce que l'on imagine. Vous avez probablement raison, conviens-je en essayant de garder l'esprit ouvert. Mais si Apollyon existe vraiment, pourquoi me pourchasse-t-il dans mes rêves? Il cherche à semer la peur en toi, à t'empoisonner, répond-elle d'une voix qui glace le sang. Un frisson d'angoisse me traverse, accélérant les battements de mon cœur. Elle me demande ensuite de lui révéler ce que j'ai découvert à son sujet. J'ai noté 2 extraits de l'Apocalypse, dis-je en sortant la feuille de ma poche de jeans. Cependant, il n'est pas nécessaire que je les lui lise. Elle connaît déjà le 2e extrait que j'ai trouvé et me le récite. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Vous connaissez l'Apocalypse par cœur, m'étonnai-je, les yeux écarquillés. Seulement quelques passages. Et vous y croyez? La véritable question est plutôt, est-ce que toi, tu y crois? Eh bien, j'ai toujours considéré que c'était un mythe. Les anges et les démons, comme une sorte d'allégorie du bien et du mal pour nous guider dans nos choix. Je n'ai jamais envisagé que cela puisse être réel. Et depuis ta rencontre avec Phoenix, est-ce que ta vision a changé? Je laisse échapper un soupir, rouvrant douloureusement la porte de mes souvenirs. Dans ce moment de réflexion, les paroles de Phoenix résonnent dans mon esprit comme un écho lointain. Il m'avait présenté son monde avec une sincérité brutale, décrivant un royaume empreint de ténèbres et de tourments, un univers où chaque jour était une lutte pour la survie. Cette vision me hante alors que je revis la scène poignante dans la cuisine entre Jeanne et lui. Les mots de Jeanne sur le conflit entre l'ombre et la lumière, sur ces 2 forces antagonistes, tourbillonnent dans mon esprit,
remettant en question mes croyances fondamentales sur la nature du monde et la complexité des êtres qui l'habitent. Je cherche désespérément la vérité au milieu de ce chaos d'expériences contradictoires, me demandant quel rôle je suis destinée à jouer dans cette lutte cosmique qui dépasse ma compréhension. Tout a changé, avouai-je finalement, mais une chose me trouble profondément. Pourquoi Phénix était-il aux côtés d'Apollyon dans mon rêve? Ce n'est pas à moi de répondre à ta question, ma chérie, c'est à Phénix. Mais nous ne sommes plus en contact. Pour le moment. Mais un jour, la poussière retombera, ajoute-t-elle avec sagesse. Elle se remet au piano et je sens que la conversation est terminée. En regagnant ma chambre, une lourdeur m'envahit, signe que malgré tous mes efforts, je suis dans une impasse. Peu importe ce que je fais, mes pensées reviennent invariablement à Phénix. Une envie pressante de changer d'air me submerge, de m'évader, ne serait-ce qu'un instant. Je prends alors la décision d'envoyer un texto à Tristan, espérant trouver un réconfort dans sa compagnie. Bien que notre amitié en soit encore à ses débuts, je suis attirée par la quiétude qu'il dégage. Quelques instants plus tard, sa réponse positive illumine mon écran, m'offrant un moment de répit dans cette tourmente émotionnelle. Cependant, je suis parfaitement consciente que tôt ou tard, je serai amenée à recontacter Phénix. Ce besoin impérieux de percer le mystère qui nous entoure me dévore, d'autant plus maintenant avec la présence menaçante d'Apollyon et de son armée d'anges déchus sur Terre. Mais pour ce soir, je veux simplement retrouver un semblant de normalité, mettre de côté l'idée que le mal semble me pourchasser pour une raison que j'ignore toujours.